Voilà plus de 40 ans qu'il réside en France. Il a la nationalité française. Mais il n'en demeure pas moins que c'est un natif de Trois-Rivières, ici chez nous en Mauricie, au Québec. Et il a accédé, il y a quelques années, au premier rang de l'échiquier mondial du hockey international, président de l'IIHF. On le rejoint dans ses terres. Luc Tardif est avec nous. Monsieur Tardif, les occasions sont rares, c'est toujours agréable. Merci de prendre le temps. Comment allez-vous? Très bien, très, très bien. Alors, on va commencer, si vous le voulez bien, avec la grande inquiétude. Évidemment, on est loin et on regarde ça par le truchement de tout ce que l'on veut bien nous en montrer. Le tournoi olympique de hockey va se disputer dans quelles conditions exactement de cette aréna Santa Giulia de Milan? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce qui se passe? Vous qui venez de passer 3 jours à Milan, là, vous en arrivez à peine. Oui, 23 jours exactement avant le début des compétitions, parce que c'est les filles qui commencent dans cette grande enceinte. Bon, je vais passer 3 jours à Milan. Donc, on a fait une compétition pendant 3 jours avec 3 matchs par jour, parce que c'est vraiment le test qu'il fallait, avec des spectateurs aussi pour voir comment tout ça, ça réagit. Je suis les avancées des travaux depuis 3-4 mois au jour le jour, mais ce test-là était vraiment important parce que l'important, c'est la qualité de la glace et de voir un peu ce qu'on présente. Et donc, que ce soit les installations, les vestiaires et la patinoire d'échauffement ou d'entraînement, donc tout ça, ça a été testé avec, c'était un test concluant. Et surtout, la patinoire sur laquelle on va évoluer, on a eu la première journée des petites réparations à faire, mais surtout les 2 journées suivantes où il y a eu 3 matchs. L'important, c'est le troisième match parce qu'il n'y a pas beaucoup de patinoires qui présentent des compétitions où il y a 3 matchs. Et là, on a été agréablement surpris puisque ça glissait, il n'y avait pas de sautillement de la rondelle. Et bon, tout ça, ça a bien réagi au bout des 3 jours. Donc, test concluant. Par contre, les infrastructures alentour, il y a encore un peu de travail à faire. Je veux dire, pour avoir travaillé dans le bâtiment pendant une trentaine d'années, j'ai regardé un peu avec l'entreprise. Ils vont livrer à temps, ça, sur les infrastructures. Mais sur le hockey, sur ce qui concerne la compétition, là, on était prêt pour ce test. Mais là, c'est certainement quand ils vont ouvrir, la peinture va être fraîche, hein. Ça, c'est sûr. Mm. Bon, et qu'en est-il maintenant de la fameuse zone neutre, la cruciale zone neutre, les photos qui nous sont relayées, c'est pas très, très jojo. On comprend que, bon, trucage ou autre, j'en sais rien, mais ça peut pas être aussi pire que ce que l'on en voit. Mais c'est quand même particulier, là, ce qui arrive. Vous parlez de cette odeur de peinture fraîche, là. Je suis obligé de rajouter qu'elle est à l'huile quand même depuis le temps où Milan, Cortina d'Ampezzo savent qu'ils vont recevoir les Jeux d'hiver. C'est un peu bizarre de se trouver face à ce triste, pour ne pas dire, ce sinistre constat. Mais show must go on, je sais qu'on va y arriver, mais comment on arrive avec une glace qui n'est pas, même pas, en fait, pas plus aux dimensions olympiques, mais même pas aux dimensions de la Ligue nationale de hockey? Ah, OK, vous parlez des dimensions. Ça, c'est un faux problème. Pourquoi? Parce que, premièrement, avec la Ligue nationale, on s'était mis d'accord sur les dimensions de 80. Parce que une patinoire olympique, c'est 60-30. 60 mètres par 30 mètres. Et on a fait un compromis à Beijing, puisque n'oubliez pas que la Ligue nationale devait venir jusqu'à un mois avant à cause du COVID. Et on avait dit, c'est pas possible d'agrandir une patinoire parce que il y a tout la tuyauterie. On a dit, à ce moment-là, on va garder les 90, on va en réduire de 4 mètres parce que ce qui fait en sorte que ça soit plus propice au contact, c'est plus de réduire de 4 mètres en largeur la patinoire qui est 96 centimètres de longueur. Et on s'est mis d'accord là-dessus. C'est un compromis. Je veux dire, il ne faut pas oublier qu'il y a 45%, même presque 50% des Européens qui vont s'adapter à cette date-là et à cette dimension-là. Et surtout pour faire un test concluant, c'est qu'avec la Ligue nationale, on a organisé à Stockholm, il y a eu 2 matchs de la Ligue nationale, Nashville contre Pittsburgh, et on s'est mis d'accord tous ensemble pour faire en sorte de d'ajuster les 96 centimètres dans la zone neutre. Donc, c'est-à-dire, autrement dit, mettre des zones offensives un peu plus longues
Et ils ont joué ces 2 matchs-là. Ils nous ont dit, OK, c'est bon, on continue comme ça. Et donc, moi, je trouve que c'est un juste compromis et c'est absolument pas un problème, hein. Mmh. Bon, il y a un autre éléphant dans la pièce, M. Tardif. Les Russes ne pourront toujours pas porter leur couleur en équipe, du moins, ne seront pas présents à la compétition de hockey sur glace comme dans certaines autres de ces jeux. Lors d'un autre entretien que l'on a tenu ensemble, on en a parlé d'ailleurs, l'eau a coulé sous les ponts depuis ce temps. Le climat politique mondial a changé parce qu'il est en constante évolution, voire en constante d'évolution. Ça dépend avec quelles lunettes on veut le regarder. Mais il s'est passé beaucoup de choses depuis notre dernier entretien. Est-ce qu'il y a une interrogation à avoir de votre côté, et si oui, l'avez-vous eu, quant à la présence des Russes en équipe lors de ce tournoi? Parce qu'on vient d'assister à la prise hostile du Venezuela par les forces du commandant en chef des États-Unis, Donald Trump. On dit qu'il veut s'attaquer maintenant aux terres danoises du Groenland. Ce ne serait plus qu'une question d'heures, voire de jours ou de semaines. Est-ce que pour ces motifs-là, parce qu'on a banni les équipes russes en raison de la prise hostile de l'Ukraine, il ne vaudrait pas bannir également les équipes nationales américaines d'un rendez-vous? Le dire, ça ne fait pas de sens, mais je pose quand même la question. Est-ce que les États-Unis devraient être bannis des rendez-vous internationaux? Oui, donc vous l'avez bien compris, vous avez dit, depuis le temps, l'eau a coulé sur les ponts et il y a encore des choses qui se passent. La question comment dire, de bannir les États-Unis, ben, c'est une question quand même pas complètement sotte. Et c'est pour ça que quelque part, il y a eu une réunion du sommet du comité olympique. On suit les recommandations du comité olympique pour avoir une espèce d'homogénéité dans nos compétitions. Et là, ils ont demandé aux fédérations de commencer un processus d'intégration avec les jeunes, c'est-à-dire les moins de 18 ans, mineurs. Donc, pour faire un premier pas vers une réintégration. Et donc, ça va être discuté à Milan, parce qu'il y a un sommet, il y a une réunion du bureau exécutif du CIO, et ça va être discuté aussi, puisqu'on a une réunion pour regarder comment, puisqu'on va suivre ces recommandations, comment on va réintégrer les jeunes, c'est-à-dire les moins de 18 ans garçons, pour faire un premier pas. Mais c'est pas simple, parce que quand on joue une compétition, et là, à l'heure actuelle, les U18 filles, ça se joue au Canada et un peu partout. Nous, on est parti du principe que pour réintégrer, il faut qu'au début de la compétition, les participants, ils savent quel va être le processus de relégation-promotion. Quand tu réintègres 2 équipes, donc à ce moment-là, ça a des répercussions sur les 4 divisions en dessous. Donc c'est ce qu'on va étudier à la fin. Mais je pense que là, il y a un processus qui est un peu commencé pour regarder comment. Mais on regarde un peu ce qui se passe dans le monde aussi. Et à chaque fois, ben, on retarde d'une année, là qu'on verra bien, là, mais il y a une idée quand même de régulariser parce qu'avec tous les conflits qu'il y a un peu partout, pour les fédérations internationales comme pour le CIO, ça devient vraiment compliqué pour savoir qui est banni, qui n'est pas banni. Et je pense que c'est à peu près le temps de faire une homogénéité quelque part, si c'est possible. Oui, bien voilà. Là. Est-ce qu'on ne voit pas là, justement, la limite de votre pouvoir, le pouvoir des grandes organisations sportives internationales, le Comité international olympique en tête, mais le vôtre également, les IHF, M. Tardif. Que vous soyez à pieds joints dans la bataille pour contrer le dopage, ça, je veux bien, c'est une chose, et je pense que ça vous appartient. On a banni des athlètes suite aux résultats de dopage à Sochi en 2014. On le fait régulièrement, toutes disciplines confondues. Et ça va. Mais de se mêler de politique internationale, il y a comme un effet boomerang que vous recevez en plein visage actuellement, sauf erreur, et avec immense respect, évidemment. Et en même temps, pauvre CIO, les Jeux sont à Los Angeles dans 2 ans. Alors, on va toujours bien pas bannir le pays hôte de compétitions qui vont se tenir dans ces terres. Alors, il faut qu'on trouve une façon de parler juste d'un côté de la bouche et non pas des 2 côtés en même temps. Et on voit qu'il n'est pas de votre ressort de gouverner le phénomène politique, mais de, bien sûr, gouverner uniquement
le phénomène sportif. Mais j'ai pas la prétention, et personne n'a la prétention comment dire, euh, on s'adapte. C'est un peu ça. Parce que tous les championnats du monde ont lieu en Europe, nos championnats du monde. Est-ce que c'est judicieux? Est-ce que c'est possible déjà? Parce qu'ils peuvent même pas voyager, ils peuvent même pas avoir de visa pour venir, comment dire, d'intégrer il y a 2 ans en Suède ou en Finlande. C'est pas possible. Et il faut quand même qu'on protège notre compétition parce qu'on risque de tout faire éclater, qu'il y ait des boycotts, etc. Donc, là, on est rendu à un statut dans lequel on doit commencer à avoir une homogénéité et laisser la place au sport. Mais je mets au défi n'importe qui d'essayer de faire en sorte de trouver la bonne décision. On s'adapte. Mais il est vrai que, comment dire, moi, je vais être le plus heureux quand on va avoir réuni toute la famille du hockey. Mais est-ce que c'est judicieux de le faire maintenant? Non, parce qu'on a une compétition à sauvegarder. Mais par contre, commencer un processus, je pense que là, ça, c'est un début de quelque chose. Mais avec tout ce qui se passe dans le monde, toutes les fédérations internationales, comment dire, sont interrogatives. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et on s'adapte à ce qui se passe. On ne s'est pas arrêté les gars. Il y en a qui ont eu la prétention de dire qu'en 24 heures, ils pouvaient arrêter un conflit. Nous, on a encore moins de pouvoir là-dessus. Mais quand même, il faut qu'on sauvegarde un peu la crédibilité et la sécurité, parce qu'il y a une question de sécurité là-dedans, sécurité de nos compétitions. Donc, vous allez avoir le gars le plus heureux et on n'aura pas besoin de prendre des décisions. On va laisser la place aux athlètes, pas de problème de drapeau. Quand on va en arriver là, on va être très, très content. Ce Tardif, le temps nous file entre les doigts. Est-ce que c'est vrai que la Russie a appliqué, particulièrement dans les 2 derniers semestres, là, énormément de pression afin que leurs équipes puissent porter leurs couleurs aux Jeux olympiques, notamment à Milan? La pression, elle existe depuis toujours. C'est certain qu'avec l'ouverture, comment dire, au sommet, avec l'ouverture pour les 18 ans, là, elle s'intensifie un peu. Euh, Elle va s'intensifier plus pour Los Angeles, hein. Ici, la décision a été prise et peu importe, comment dire, ce qui allait se passer, il y avait une décision qui a été prise à Milan. Euh, les- à titre individuel, les Russes et les Bélarusses peuvent participer s'ils répondent à certains critères d'antidoping, de pas de promotion de guerre, etc. Mais je veux dire, les sports d'équipe, eux, il y avait statu quo. Là, il y a une petite ouverture, on va regarder, puis on est comme vous, on espère que ça va bien se passer dans le monde pour enfin gérer le hockey et pas, comment dire, et pas ce qui se passe dans le monde au niveau géopolitique. En terminant, avant de succéder à René Fassel il y a quelques années, vous étiez président de la Fédération française de hockey sur glace et vous connaissez bien donc notre attaquant du Canadien, le rescapé Alexandre Texier, qui est notre cousin adoré maintenant, vous vous en doutez bien. Un mot sur Alexandre là, qui fait flèche de tout bois actuellement. Ah, je ne suis pas surpris parce que je le connais depuis le début. Et on oublie qu'il a été le premier choix au pêchage de Columbus à l'époque. Et il avait Tortorella comme entraîneur, qui n'est pas un facile, qui a vraiment, au début, il a ouvert la porte, il jouait sur les power plays, c'était vraiment un joueur important. Puis là, tout à coup, je veux dire, ça s'est très mal passé. Et quand ça se passe mal, il a perdu un petit peu sa confiance. Il est revenu jouer en Suisse, mais le talent, il a toujours resté là. Et quand je l'ai vu partir pour les Canadiens, j'ai dit, oh, parce qu'il y a beaucoup de pression. Mais je savais que, comment dire, s'il y avait la chance de montrer, parce que c'est quand même un joueur offensif, hein, de montrer ce qu'il sait faire. Et là, il y a eu un concours de circonstances aussi avec les quelques blessés. Il est arrivé, puis il a pu, euh, il a pu montrer ce qu'il savait faire. Et là, on le sent en pleine confiance. Donc, je pense qu'il a repris où il avait laissé avec Columbus au tout début de sa carrière. Et comment dire, je suis pas surpris de le voir à ce niveau. M. Tardif, c'est toujours un réel bonheur, un plaisir. Et merci de la lucidité, la transparence et surtout la grande franchise dans le propos. Je l'apprécie énormément, tout autant que nos auditeurs et auditrices. Et puis, bon jeu, c'est dans 23 jours, vous l'avez bien dit, à Milan. C'est un plaisir. Alors voilà.